Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'Asphalte. Au programme aujourd'hui, une sélection de petites sportives très abordables. Découvrez-les tout de suite dans le sommaire en images. Pour démarrer, nous vous dévoilerons la nouvelle DS3 Racing proposée en série limitée avec un design cabrio cette fois-ci. Vous découvrirez la nouvelle Twingo de chez Renault, désormais dotée d'un mode de transmission propulsion. A laissé ce mois-ci la Ford Fiesta ST moins chère que les stars Clio RS et 208 GTI. La sportive présente de sérieux arguments pour briller dans la catégorie des petites bombes. Mais avant de commencer, une nouveauté dans Asphalte, désormais vous allez pouvoir découvrir les épreuves du championnat de France des rallyes. Je vous propose tout de suite un résumé de la 49e édition du rallye Antibes Côte d'Azur qui s'est déroulée il y a quelques semaines. C'est une première pour le rallye d'Antibes. C'est désormais au mois de mai que la 4e manche du championnat de France a pris place. Brian Bouffier, promu pilote d'essai officiel Hyundai, et Julien Morin sur sa Ford Fiesta WRC, champion de France en titre, ont affronté les mythiques cols de Blaine, de Brosse et de Turini. Voici deux hommes aux objectifs communs. Droite 4 long, ouvre léger à la bite, léger humide, dans gauche 5 plus à fond, gauche 5 plus à fond, léger humide, 30 mètres, droite 4 plus, vite tenir. Dans gauche 5 court, pour droite gauche 4 tenir, léger humide. Lors de la première étape, Julien Morin et son copilote Nicolas Klinger mènent cette 49e édition avec autorité, après une journée passée aux avant-postes. L'équipage se montre le plus rapide d'entrée de jeu. Dès le vendredi, il signe 5 meilleurs temps en 6 spéciales et se présente en solide leader avant la deuxième étape. Brian Bouffier et Xavier Pantseri, quant à eux, présents pour tester la voiture de la firme coréenne, en vue de la prochaine saison asphalte du WRC, occupent la seconde place du classement avec une avance confortable sur Roger Fegali et Joseph Mattard à bord de leur Peugeot 207 S2000. Pour le moment, la Porsche du team 2HP Compétition devance celle de Gilles Nantais. Au Citroën Racing Trophy, Cédric Robert reste le leader incontestable avec du spectacle garanti. On reste chez Citroën avec le championnat de France junior, nette domination de Laurent Laskowski, avec une confortable avance d'1 minute 43 sur Johan Rossel. Mais le vainqueur surprise du Lyon Charbonnière est tout de même sur le podium à la fin de la première journée. La première étape se referme ainsi. Le samedi, c'est parti pour la dernière boucle avec une météo qui fait des siennes. Julien Morin continue la deuxième journée comme il a effectué la première, en se montrant grand maître en la matière dès la matinée, sous le soleil, sur des routes majoritairement sèches. De leur côté, Brian Bouffier et Xavier Pantseri ont poursuivi leur programme d'essai tout en roulant dans les temps de l'équipage champion de France. Puis la pluie a fait son apparition violemment sous forme d'orage dans les spéciales de l'après-midi. Celle du col de Brosse, notamment, a été parcourue pour les premiers équipages sous des trompes d'eau. Bien informé sur les conditions météo et ayant pu se décider au dernier moment, Bouffier a alors tiré parti de son choix pneumatique avec des gommes croisées dur tendre qui lui ont permis de rattraper une partie de son retard dans le S10 avant de prendre les commandes dans le S11. Morin n'a alors rien pu faire pour contrer ce retour. Le champion de France des rallyes 2010, déjà vainqueur à l'Antibes en 2006, ajoute un deuxième succès à son palmarès tout en permettant à Hyundai WRC de triompher pour la première fois en compétition. En fait, ça a été vraiment un week-end qui a porté ses fruits, déjà en termes de développement, parce qu'on a pu voir plein de choses sur la voiture super intéressantes. Déjà, tester dans des conditions courses quelques solutions qui étaient passées, et puis aussi, maintenant, après le débriefing, on va pouvoir mettre un peu tout à plat et puis améliorer l'auto dans le futur. Donc c'était clairement le but, et je suis persuadé qu'on a fait du bon boulot ce week-end. En fait, le parcours était très sélectif avec du sinueux, du rapide, du dénivelé. Voilà, dans pas mal de conditions différentes, on sait, je pense qu'on va pouvoir s'aiguiller sur des axes de travail. Derrière ces deux hommes, en revanche, les soucis sont apparus. Roger Fegali, 3e au départ de la deuxième étape, a tout perdu dans le S8 en arrachant une roue. Cela a d'abord permis à Gilles Nantais sur sa Porsche 997 GT3 Cup de monter sur le podium, tout en prenant les rênes du classement du trophée Michelin. Et dans le chrono suivant, Pierre Rocher sur sa Mini John Cooper Works WRC a subtilisé cette 3e place. Les deux hommes ont toutefois assuré un nouveau podium en championnat en ne faisant aucune erreur dans les spéciales pluvieuses de l'après-midi. Vainqueur du trophée Michelin au Lyon Charbonnière, Rouillard n'a pas pu connaître pareille fortune à l'Antibes, ayant dû abandonner sur
voiture casse du support moteur. Cédric Robert, leader du Citroën Racing Trophy, en a profité pour se hisser dans le top 5 du classement général. Dominateur dans sa catégorie, il a assuré sa première victoire de l'année du trophée, prenant du même coup les rênes du classement général. Asphalt vous donne rendez-vous pour le prochain résumé dédié à la 41e édition du Rallye du Rouergue. Bon, avant de commencer cet essai, Gilles, écoutez, on va parler du bolide incroyable que vous nous avez ramené encore une fois. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est l'histoire de cette voiture? Donc ça, nous sommes en présence d'une Ford RS200, qui est donc la dernière groupe B construite dans les années 85. C'est une authentique groupe B? Oui, tout à fait. Vraiment? Tout à fait. Ça, c'est une vraie qui a donc participé à pas mal de compétitions, notamment avec Stig Blomqvist, qui est un pilote de rallye de notoriété très reconnu. Ce modèle-là a la particularité d'avoir eu une évolution moteur pour faire du rallycross, parce que ces voitures en 86 n'ont pas pu s'exprimer. C'était les derniers groupes B fabriqués donc par... Oui, ils l'ont fabriqué alors que le groupe B était en train de s'éteindre et puis finalement s'est arrêté. Et elle est restée sur sa fin, on peut dire ça, c'est dommage. Tout à fait, donc elles ont été utilisées notamment en championnat d'Europe de rallycross, où elles ont gagné. Celle-là a gagné notamment beaucoup de compétitions. Après, elle a participé à la fameuse course de Pikes Peak, où elle a terminé 3e. Et donc... Est-ce qu'on peut parler du moteur et surtout, est-ce qu'on peut le voir? Oui. Alors on y va, allons-y. Allons-y, parce que ça, c'est quand même, je pense qu'il faut le voir. Alors évidemment, nous avons un moteur central arrière, avec une cellule... C'est une 4 roues motrices, évidemment. Évidemment. Avec donc 4 amortisseurs avant-arrière. C'était des prototypes, hein. Les groupes B étaient des prototypes. Il ne devait pas y avoir de respect de règlement particulier, excepté qu'il y avait 200 voitures qui devaient être faites dans le commerce, dites des voitures de route. Commercialisées, oui, tout à fait. Voilà, et donc là on a une extrapolation. Est-ce qu'on en trouve encore justement? C'est très très difficile. En France, il doit en rester une ou deux de cette évolution-là. Et là, nous avons une évolution moteur qui fait plus de 700 chevaux. Donc pour un poids inférieur à la tonne. Oui. Dis-toi, combien inférieur à la tonne. D'accord. Donc nous avons un rapport poids-puissance totalement exceptionnel. Avec ces 4 roues motrices, on peut dire que c'est un des engins qui démarre le plus vite. C'est incroyable, incroyable. Écoutez, de Ford à Ford, aujourd'hui, j'ai un autre modèle à vous proposer, plus moderne évidemment. C'est la Ford Fiesta ST qui est ici. Alors elle affiche quand même un look très sportif, elle est très efficace. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je la trouve jolie, en plus cette couleur-là, évidemment caractéristique des Ford Motorsport. J'ai qu'une envie, c'est aller l'essayer. Allez-y alors. À tout à l'heure Gilles. À tout à l'heure Vanessa. Un look qui correspond parfaitement à ses performances. La Ford Fiesta ST se joint à la gamme du constructeur américain un an après l'introduction de sa grande sœur, la Ford Focus ST. Elle arbore un nouveau visage avec sa calandre avant audacieuse en forme de trapèze.
Les blocs optiques sont effilés et ils intègrent dorénavant les feux de jour à LED. Son capot est nervuré, ce qui accentue le dynamisme de cette citadine. Classique, elle sait se faire discrète dans la circulation, aucun signe extérieur de sportivité, mais pourtant, vous allez voir que l'essai se révèle concluant sur pas mal de points. L'habitacle de la Ford Fiesta ST reprend évidemment les grandes lignes de la Fiesta de base, mais non sans quelques améliorations. En accord avec sa vocation sportive, la Fiesta ST reçoit des sièges Recaro très enveloppants qui assurent un excellent maintien latéral. L'ambiance de bord contribue au plaisir de la conduite avec l'adoption de matériaux flatteurs, rappelant l'aluminium pour les pédaliers et la fibre de carbone pour la console centrale. Gilles, nous avons essayé pas mal de petites sportives finalement ensemble. On se rappelle de la Swift de chez Suzuki, la Mégane RS, aujourd'hui la Ford Fiesta. Elle est dotée d'un moteur turbo qui culmine à 182 chevaux très exactement. Mais elle a la particularité d'avoir un overboost, ce qui lui permet d'être propulsée à 200 chevaux avec un surcroît de couple pendant plusieurs secondes. Déjà, peut-on expliquer qu'est-ce que l'overboost ? Donc aujourd'hui, nous allons avoir le plaisir d'essayer cette petite voiture. Et la particularité dans toutes ces sportives, soit la 208 GTI, la Clio, la petite Ford aujourd'hui, elles sont toutes des petits moteurs de 1,6 litre turbo compressés. Et celle-là, sur le papier, c'est celle qui est la moins puissante, c'est vrai. Avec ce petit système d'overboost qui consiste à augmenter la pression de suralimentation, en fait, gérée par le calculateur électronique. D'accord. On a tendance à gagner une vingtaine de chevaux. Pas mal. Donc en cas de conduite sportive, c'est-à-dire en cas où on met, dans le jargon du rallye, au fond. C'est-à-dire quand on accélère à fond, l'overboost se déclenche et on a une augmentation de la pression turbo de 0,45 je crois à peu près pour être précis. Okay. Et on frise les 200 chevaux, donc qui lui donne un couple plus important et une puissance maxi également. Alors vous qui l'avez essayé, est-ce que ça se ressent vraiment ? Oui, quand on veut rouler vraiment sportivement et qu'on a tendance, comme la puissance n'est pas non plus très élevée, on peut, c'est vrai, toujours accélérer sans faire attention au dosage des gaz et avoir ce phénomène de suralimentation plus importante qui lui confère un agrément de conduite sympathique. On va aussi signaler un côté, une fois de plus, positif, c'est le freinage. Malgré des étriers simple piston, souvent sur les voitures de cette catégorie, on a tendance à voir les fameux étriers Brembo, qui sont maintenant multimarques. Elle a des petits étriers simple piston, cette voiture, et pourtant avec des disques de 280 de diamètre, je crois, à l'avant. Elle a un mordant excellent, elle a une super répartition, une efficacité due à son poids, évidemment. Effectivement, la petite sportive ne pèse qu'1 tonne 200, plutôt un avantage pour la bombinette qui bénéficie d'un moteur de seulement 182 chevaux, moins que d'autres membres du club des petites nerveuses qui grimpent jusqu'à 200 chevaux. Le système de l'overboost pourra néanmoins l'aider à développer un surcroît de couple non négligeable pour adopter une conduite sportive. La ligne d'échappement et le collecteur d'admission intègrent un conduit acoustique chargé de transmettre le bruit d'aspiration du moteur vers l'habitacle. Un vrai plaisir pour nos oreilles. Allez, nous restons dans l'esprit finalement citadine, très sportive, avec l'arrivée de la nouvelle DS3 Racing cette année qui était présentée au Salon de l'Auto de Genève. Elle affiche désormais un look très estival puisqu'il s'agit d'un cabrio. Regardez. On la connaissait, version fermée, la voici dorénavant version cabrio. La nouvelle DS3 Racing promet d'en surprendre plus d'un avec son toit escamotable. La citadine affiche un look ravageur grâce à sa peinture grise mat dénommée Moondark. Le bouclier, les ailes et le diffuseur traités de cette façon renforcent la légitimité de l'appellation Racing. La bande rouge courant sur les portes répond de plus parfaitement à l'esprit sportif. Les caractéristiques techniques sont quant à elles identiques à la version DS3R de base. C'est une édition limitée à juste 100 exemplaires. C'est vraiment dans notre politique d'exclusivité pour DS. C'est un véhicule donc, qui reprend les mêmes performances que la berline Racing. Avec donc le dynamisme, les voiles larges, les grandes roues, 200 chevaux et on a profité aussi du fait que
C'est un cabrio, mais c'est un cabrio qui reprend exactement la même rigidité que la berline. Et donc vous avez les mêmes sensations de dynamique que sur une DS3 Racing. Difficile de ne pas succomber à ce modèle estival, citadin et sportif à la fois. Seul Citroën pouvait se lancer ce pari. Mais avec un risque maîtrisé puisque le constructeur n'ose qu'à moitié. En effet, il s'agit d'un modèle unique, fabriqué en série limitée, peut-être pour tester les réactions d'éventuels clients. Ça peut attirer une nouvelle cible clientèle, soit des renouvelants qui ont déjà une DS3 Racing mais qui veulent une voiture qui soit différente, soit aussi des clientèles, en particulier en Grande-Bretagne où les gens aiment bien avoir des versions découvrables ou dans d'autres marchés, oui. Comme chaque année, la Citroën DS3 Racing atteint son objectif, celui d'offrir une sportive chic et racée, fabriquée en seulement quelques exemplaires. La marque au chevron obtient un excellent équilibre entre la discrétion attendue sur un modèle destiné à la ville et l'agressivité désirée sur un engin annonçant plus de 200 chevaux. Gilles, dès les premiers tours de roue, j'ai l'impression vraiment que la Fiesta se montre ferme et efficace quand même. Oui, en effet, Vanessa. C'est une voiture, j'ai été agréablement surpris par sa tenue de route. On est très loin des premières Ford Fiesta Turbo, oui. Qui avaient l'avantage d'être toujours avec le même principe, petit moteur suralimenté, qui marchait bien pour l'époque, mais qui avait vraiment une tenue de route pas du tout adaptée à ce genre de véhicule. Là, Ford, évidemment, avec les années, a vraiment rectifié le tir. Et là, pour avoir essayé un petit peu toutes les petites sportives de cette catégorie cette année, je trouve que cette petite Fiesta, pour moi, remporte le duel. Elle a un train avant très incisif, elle se place bien en virage, elle a une direction directe, beaucoup plus directe que sur les autres, et elle est assez ferme en suspension, ce qui lui confère en conduite sportive une efficacité redoutable. Par contre, on en parlera tout à l'heure, en confort, le système parfait n'existe pas. Ah, on ne peut pas tout avoir. Il faut savoir qu'elle a été élue voiture de l'année par le magazine Échappement, année 2013, plutôt pas mal. Hein, ben oui, puisque ce magazine, qui est quand même une référence, a tendance à faire chaque année des comparatifs, et avec des pilotes chevronnés, des gens précis donc, du milieu. Et quand une voiture sort sportive de l'année, on peut dire que le jugement en général est assez objectif. Alors Gilles, je crois que cette voiture a quand même une particularité au niveau comportement. Vous allez nous expliquer ça, hein, un petit éclairage. Oui, en effet, Ford a fait très fort, je trouve, encore une fois de plus technologiquement. En fait, on pourrait parler d'un effet autobloquant, parce qu'on sait que sous toutes les voitures traction à moteur suralimenté, à moteur turbo, on a beaucoup de couples qui arrivent en général assez brutalement au niveau de la prise de suralimentation, on appelle ça dans le jargon. Et donc, quand on est en appui avec la voiture en conduite sportive, on a toujours tendance à avoir ce genre de voiture, la roue intérieure qui n'a pas donc de pression, qui a tendance à patiner, ce qui fait une perte de motricité et qui peut faire des réactions à la conduite inefficaces, voire dangereuses. Donc, avec le système que Ford a fait ici, qui est repris aussi sur la Clio RS un petit peu différemment, on a un effet de freinage sur la roue intérieure, ce qui évite évidemment qu'elle patine. Vous venez de l'entendre, la Fiesta ST adopte un différentiel électronique actif baptisé ETVC. Ce dispositif applique un léger freinage en courbe à la roue avant intérieure pour améliorer la stabilité et la motricité. Le moteur manque un peu de puissance, mais la différence par rapport à la concurrence est compensée par un comportement routier sain et rassurant dans ses réactions. La tenue de route est exemplaire et le châssis répond parfaitement. Les suspensions invitent à prendre les virages à vive allure et l'adhérence est phénoménale. Le poids y est évidemment pour quelque chose. Les gros étriers contribuent aussi de concert à ce que la Fiesta ST s'immobilise en un rien de temps. Gilles, vous qui êtes un fin connaisseur des R5 Turbo, j'imagine que vous avez suivi de très très près l'arrivée, ou plutôt le retour de la propulsion chez Renault. Ben oui Vanessa, nous avions eu une petite alerte avec la Clio V6 qui était sortie en série limitée. C'est vrai. Qui n'a pas été évidemment commercialisée pour le grand public, ça reste une voiture élitiste. Et là, avec l'apparition de la Twingo Propulsion, qui elle par contre est une voiture donc qui va remplacer la Twingo actuelle,
et qui va être vendu pour monsieur tout le monde. On a vraiment un changement radical chez Renault de politique commerciale pour une petite voiture citadine. Oui, donc ça vous rappelle évidemment la R5 Turbo. Mais oui, pour avoir bien connu mes amours de jeunesse, la Renault 5 Turbo, j'ai hâte, franchement, d'attendre la présentation et l'essai, j'espère dans Asphalt, rapidement, de la RS qui n'est pas encore sortie. De la RS, Vanessa, tout à fait. On l'attend tous avec impatience. Voilà. Et bien sachez que le sujet qui va suivre concerne évidemment la Twingo de chez Renault, qui était présentée cette année au Salon de l'Auto de Genève. Le moteur est désormais à l'arrière. Regardez. C'est un système de transmission déjà bien connu chez Renault, la propulsion. Rappelez-vous de la R8 Gordini ou bien même de la R5 Turbo, toutes ces autos ont connu leurs heures de gloire pour ensuite complètement disparaître et être remplacées progressivement par des tractions avec leur implantation moteur transversale avant. Aujourd'hui, la nouvelle Twingo présente un retour à cette architecture moteur à l'arrière, ce qui lui vaut de nombreux avantages, à commencer par l'optimisation du rapport encombrement-habitabilité. Alors un moteur à l'arrière, dans les conditions actuelles, c'est une innovation par tout le bénéfice qu'elle apporte. Aujourd'hui, vous êtes dans une logique où les voitures prennent de l'embonpoint, alors que dans le cas de nouvelle Twingo, nous allons là aussi dans l'esprit réduire encore cet encombrement, puisqu'on réduit, elle devient beaucoup plus compacte, elle est plus petite dehors pour être plus habitable dedans. Et ça, c'est un vrai bénéfice du moteur à l'arrière. C'est cette maniabilité, vous avez libéré toutes les roues devant, plus de blocage au niveau des roues, donc une hyper manœuvrabilité, ce qui fait facile à garer, facile à conduire et un exemple à nouveau, possibilité de faire demi-tour sur une 2 voies. Renault s'est aussi mis au niveau de ses concurrents en offrant de nombreuses possibilités de personnalisation. La firme a également joué sur le côté habitacle avec une planche de bord intégrant un bloc d'instruments innovants, mi-analogique, mi-numérique. La ligne de cette nouvelle Twingo reprend le style inauguré par le designer Laurens van den Acker. Celui-ci a pour mission de renouveler les courbes des véhicules du constructeur. Sa signature stylistique sur les modèles français est caractérisée par le nœud papillon, bandeau noir reliant les phares avant avec en son centre le losange agrandi. Mais le designer s'est surtout inspiré de l'histoire de la marque et notamment de la Renault 5. Pour faire cette nouvelle Twingo, on allait prendre notre inspiration dans toute la génétique, tout l'ADN des petites voitures de Renault. Et je vais en signaler quelques-unes. La Twingo 1, par cette impertinence, ce clin d'œil que vous voyez aujourd'hui avec le choix des 4 couleurs, est une référence. On reprend cet avant, cette bouille qui la caractérise bien, ce porte-à-faux, ce nez très réduit à l'avant, c'est une caractéristique de Twingo 1. La deuxième, vous voyez, la référence à la R5 par ses quarts et la R5 Turbo avec son arrière et ses flancs très marqués, ses taillons verts, c'est effectivement la référence à la R5 Turbo Sport. Pour le moment, pas vraiment de version sportive proposée par la marque aux losanges, mais il est clair que la nouvelle Twingo RS ne devrait pas tarder. Les ingénieurs de chez Renault préfèrent encore garder le silence. Allez Gilles, on récapitule. Quels sont finalement les atouts de cette petite sportive et puis a-t-elle finalement des choses à améliorer? Je dirais qu'elle a un comportement vraiment exceptionnel pour une voiture de sa catégorie. Elle freine très bien. Elle a un moteur très dynamique avec cet effet overboost qui procure des bonnes sensations. Elle a une boîte à vitesse bien étagée, excepté la 6e, mais bon, on va dire qu'on l'utiliserait sur autoroute en version économique. Voilà. Ce qu'on pourrait dire, c'est que le petit côté négatif, c'est que son efficacité en conduite sportive lui enlève un petit peu de confort à basse vitesse. On le voit là pendant l'essai. Et son look, alors son look, pour moi, elle ne se démarque pas assez de la Focus. C'est le problème de tout en fait. Voilà. C'est vrai, hein. Voilà, elle ne se démarque pas assez de la Fiesta de base. Un petit peu plus large, j'en aurais aimé voir. Hein, voilà, avec un peu plus d'appendices. On se comprend, Vanessa, tout à fait. Je terminerai sur cette petite conclusion. Voilà. Mais dans l'ensemble, une voiture très sympathique, très agréable, qui comblera les futurs acquéreurs. Écoutez Gilles, c'était encore un plaisir de vous avoir dans Asphalt. J'espère vous revoir très vite. En tout cas, merci beaucoup. Merci Vanessa. À très bientôt.
En conclusion, mention spéciale au comportement de la petite Fiesta. Son train avant est très directeur et incisif, ce qui permet à la GTI de ne jamais se montrer piégeuse. L'attraction s'inscrit, se place et pivote sans aucun effort. À noter que les Ford Fiesta de rallye sont équipées d'une transmission intégrale. Malheureusement, le consommateur n'y a pas accès. Si le constructeur anglais doute de la demande pour une éventuelle version, il suffit de faire une recherche sur la toile pour découvrir que de nombreux clients potentiels la réclament. Asphalt, c'est déjà terminé, mais c'est pour mieux revenir le mois prochain avec une très belle surprise. Soyez au rendez-vous, à très vite!